Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un webinaire, le premier webinaire du cycle sur la thématique du juridique. Donc aujourd'hui, on va parler de établissement recevant des travailleurs ou du public, autrement dit ERP, ERT. Ce webinaire, il est co-organisé avec l'Association nationale des tiers-lieux, du coup, notamment via le groupe de travail juridique. Le groupe de travail juridique de l'ANTL, ils ont notamment pour projet la bibliothèque de ressources partagées, mais aussi à produire de la ressource, comme des fiches sur l'exonération. Et puis d'autres webinaires de ce type qui arriveront plus tard. Donc, comme l'a dit quelqu'un dans le chat, oui, on vous transmettra la présentation. Je le redis pour tout le monde, ce webinaire est enregistré. Si vous ne voulez pas apparaître, vous enlevez votre caméra. On coupera tous les passages des questions parce que c'est des infos des fois personnelles et on ne veut pas vous mettre en porte-à-faux. On gardera juste les présentations de Sylvain. Donc, on va parler en premier de l'ERT. On fera une petite pause pour des petites questions-réponses. Si vous en avez au cours de la présentation, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Puis après, on enchaînera sur l'ERP et re-questions-réponses pour finir environ vers midi 15-20. Et puis, oui, je voulais vous transmettre une dernière info. À la fin, à la suite de ce webinaire, on va produire des fiches résumées de tout ce qu'on va dire qui seront disponibles pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas présents, notamment financés par l'ANTL. Donc voilà. Et avant de commencer, on voulait vous présenter le réseau tiers-lieux en Grand Est. Et après, je laisserai la parole à Sylvain pour se présenter et commencer le webinaire. Donc, le réseau tiers-lieux en Grand Est, je vous l'ai dit, c'est le réseau régional de la région Grand Est des tiers-lieux. C'est une association qui est collégiale. Donc, les rôles président, trésorier, représentation sont répartis entre tous les membres du, entre guillemets, conseil d'administration. Il est composé de 13 tiers-lieux. Attendez, parce qu'en même temps, je dois faire admettre des gens, donc il faut que je reste attentive. On a pour grande mission de animer, fédérer et défendre les tiers-lieux du Grand Est, donc via l'animation, via notamment des webinaires comme aujourd'hui sur des thématiques, mais aussi des rencontres locales et régionales toute l'année. On a aussi du coup de l'accompagnement pour les porteurs de projets, mais aussi via le dispositif Accompagner les tiers-lieux pour les tiers-lieux de plus d'1 an d'existence via le dispositif Accompagner les tiers-lieux. On porte aussi la formation Piloter un tiers-lieu. C'est pas trop tard pour rejoindre la deuxième session. Elle débutera qu'en juin. Mais si ça vous intéresse, il y aura mon contact à la fin. Et on a un site internet, des réseaux sociaux. En 2024, on avait 93 adhérents, tiers-lieux, personnes physiques, partenaires, comme par exemple les fabriques à projets Le Filon ou Ecopark, ou la Fédération des MJC de Alsace. Nous sommes financés par l'État via l'ANCT, la région Grand Est, la Banque des Territoires et on est partenaire avec France Active. Voilà, c'était un peu ce que j'avais à vous dire sur le réseau. Comme je l'ai dit, si vous avez envie d'en savoir plus tard, il y a enfin, il y a des réseaux sociaux, un site internet, etc. Et puis je crois que j'ai fini mon blabla. Sylvain, du coup, je te laisse la parole. Bonjour. Alors sur ma présentation, là, sur la fiche ouais, voilà. On va aller vite parce que en fait, c'est pas très important. Juste ce que je veux vous dire en premier, c'est que forcément, on va parler là de RT et de RP. On parle donc de deux textes qui sont juste énormes parce que c'est le Code du travail et la réglementation incendie. Ce qui fait qu'en fait, c'est quasiment impossible que je vous explique vraiment ce que c'est, qu'on fasse vraiment le tour sur le temps qui nous est imparti. Donc, on a fait des résumés. Je vais vous envoyer au fur et à mesure que je parle. Je ferai du copier-coller avec des liens que vous aurez aussi de toute façon après sur les fiches qui seront mises en ligne. Bon, voilà. C'était un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc, on peut passer, si tu veux bien, après, s'il y a même cette fiche-là, on peut la passer tout de suite. On va aller tout de suite dans le sujet. Donc la réglementation ERT. Donc, ce dont on parle là, c'est les établissements recevant des travailleurs. Donc on ne parle pas vraiment, enfin on parle très peu dans l'ERT de la réglementation incendie. C'est surtout, on parle en fait des conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés. C'est le texte qui est en lien avec ça, c'est le Code du travail, qui est un pavé, quoi. C'est un petit peu.
c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est de réussir à voir quels articles vont concerner principalement vos structures. On verra forcément, que ce soit sur les deux réglementations, ce qui est important, enfin, ce qui va changer la donne, c'est un petit peu le nombre de salariés ou le nombre de personnes que vous pouvez accueillir dans vos structures. Donc, on ne pourra pas, pareil, de la même façon, sur les questions-réponses, traiter l'ensemble des questions individuelles. Voilà. Mais l'idée, c'était de faire une introduction avec la compagnie Ethirlieu. Alors, je vais vous donner là la structure, la structure du texte. Si tu peux passer de fiche, Priscilla, s'il te plaît. Voilà. Donc, là, vous avez les articles, les numéros d'articles, donc R4121. La structure du texte, c'est ça. Ça part du document unique, le droit de retrait, l'information et la formation, l'obligation du maître d'ouvrage. Donc en fait, ça, on ne va pas le traiter parce que c'est assez spécifique et du coup, on ne va pas s'éterniser sur ces sujets-là. Mais de toute façon, vous pourrez après, si ces informations-là vous concernent, soit aller les chercher les textes vous-même quand vous aurez compris la structure du texte, voire vous faire accompagner. Donc les obligations du maître d'ouvrage qu'on met de côté, les obligations de l'employeur, les travaux réalisés par une entreprise extérieure, pareil, qu'on passera, la coordination des opérations de bâtiment et de génie civil, idem, et les contrôles, où on va regarder juste un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme contrôles principaux. Si tu peux passer sur la... Voilà, pharmacie. Alors, là, je vous fais un copier-coller du texte. Alors, vous allez voir que forcément, c'est un peu, on parle de réglementation, donc les textes, c'est pas hyper sexy, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc là, ce que je vous ai affiché, c'est les grands principes. C'est le chapitre premier, avec les grands principes, donc avec le document unique d'évaluation des risques, qui est un document qui est obligatoire dans toutes les entreprises. Donc, comme le texte le dit, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en l'application de l'article qui suit. En fait, ce que je voudrais dire principalement sur le sujet, c'est que bien sûr, c'est des réglementations, c'est contraignant, etc. Mais il y a un moment où, en fait, même pour la réglementation ERP, c'est pareil, il y a un moment où ça vient. C'est une question de bon sens. Et surtout, je trouve, dans des lieux comme des tiers-lieux, l'idée, c'est quand même de faire en sorte que même et surtout, dirais-je, les salariés soient dans des conditions de travail adéquates. Donc, le document unique va permettre ça. Ça va permettre de rassembler ce qu'il peut y avoir comme dangerosité dans votre entreprise ou pas, mais les dangerosités peuvent aller des risques psychologiques jusqu'à des risques physiques. Et donc ça, c'est consultable par tous les salariés et ça permet à chacun de savoir qu'est-ce qu'il fait là et qu'est-ce qui est mis en place pour éviter que ce soit dangereux pour lui. Donc on va éplucher un petit peu, on va aller très vite sur le chapitre premier du coup, enfin on va aller très vite surtout d'ailleurs, je suis désolé. Donc vous voyez, on a des articles qui s'enchaînent à chaque fois avec ce qu'on doit consigner dans le document unique. Donc, en fait, il y a juste à regarder ce qu'il y a de marqué sur le texte et puis à le mettre en pratique, quoi. Jusque l'article 4121-3, avec l'idée d'un comité social et économique. Ça dépendra aussi, vous aurez à monter un CSE en fonction du nombre de salariés que vous aurez dans votre entreprise. Alors, pareil, forcément, et c'est une évidence, enfin, pour moi surtout, je ne connais pas tous les textes par cœur et il y a très peu de gens, ou alors ça s'appelle des juristes et je ne suis même pas sûr qu'ils les connaissent par cœur. Ils font comme là, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est qu'il faut éplucher les textes et avoir les références pour savoir où aller les chercher.
pareil, je me disperse un petit peu, mais je suis désolé. Allez tout le temps sur les sites, sur les points gouv, évitez il y a des références sur Internet, forcément, il y en a des centaines, mais évitez les sites qui ne sont pas des points gouv parce que vous aurez des informations, même si des fois elles sont plus faciles à comprendre, mais vous n'aurez pas forcément une information qui sera légitime, quoi. Après, allié, là, je vous transmets sur l'infraction. Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour le résultat de l'évaluation des risques est puni de l'amende prévue par les contraventions de 5e classe. Ce que je veux dire, c'est que ça veut dire qu'on est quand même sur des process qui sont juridiquement, pénalement condamnables. Donc, vous voyez là, si on reprend le support de cours, là, on en est juste au document unique, obligation de l'employeur. On est vraiment tout au début, quoi. Donc ensuite, il y a les principes d'information et de formation. Alors, l'information et la formation sont traités dans ces textes-là. Alors, la formation à la sécurité, bien sûr, évidemment, qui concourt à la prévention des risques professionnels, qui sont liés donc au document unique qu'on a créé dans la structure. L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. La formation à la sécurité a pour objet d'instruire les travailleurs des précautions à prendre. Elle porte sur les conditions de circulation de l'entreprise, les conditions d'exécution du travail, la conduite en cas d'accident ou de sinistre. Alors, on va rejoindre aussi ce qu'on aura dans la réglementation ERP. Et comme je vous disais tout à l'heure, tout ça, c'est aussi un petit peu du bon sens. C'est-à-dire qu'en cas d'incendie, c'est important que chaque salarié sache qu'est-ce qu'il faut faire, surtout si vous êtes dans un bâtiment qui est à l'étage, et de quelle façon vous allez vous organiser. Une évacuation, est-ce qu'il faut prendre les ascenseurs ou pas? Est-ce que vous avez des escaliers? Donc tout ça, c'est un texte qui va être qu'il va falloir mettre en place pour que. Alors, c'est très bien de l'avoir écrit, mais c'est aussi ne pas oublier régulièrement quand vous allez dans nos structures. Souvent, on a beaucoup de stagiaires. C'est important aussi de régulièrement revenir dessus et montrer comment ça fonctionne. Donc, d'avoir un petit document tout fait en général dans le livret d'accueil et que vous allez avoir pour vos salariés. Alors, l'article, là, je suis sur le 41-41-5. Je prends un petit peu au hasard, hein. Donc, la formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelle, de la langue que les gens parlent. Il y a des analyses après sur le 41-41-8, en cas d'accident, du travail grave ou de maladie professionnelle. L'employeur procède à. Et donc, en fait, à chaque fois, c'est un mode d'emploi, en fait. Le principe, c'est vraiment ça, quoi. C'est que c'est un emploi de comment ça doit fonctionner. Même si le mode d'emploi, de toute façon, même quand on achète un truc, il n'y a personne qui les lit. Mais alors là, le mode d'emploi, il est un petit peu conséquent vu qu'il y a un paquet de textes. Alors, je passe au-dessus mais vous retrouverez ici dans ce texte, par exemple, la formation à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées, qu'on va retrouver aussi dans la réglementation ERP, quoi. Alors, sur les obligations de l'employeur, on parlait tout à l'heure de la sécurité au travail. Il y a un article qui est assez évident. Alors, nous, dans la structure où je travaille, on a des ateliers de construction. Donc là, on parle des EPI, des équipements de protection individuelle, mais aussi des équipements de protection collective. Pareil, c'est un peu de bon sens, c'est que à partir du moment où les gens travaillent avec des machines, quelles qu'elles soient, hein, même c'est une question à se poser sur beaucoup de Fab Labs, voir quelles machines ont besoin de quelle protection. La plupart du temps, dans les Fab Labs, on est sur la protection collective et pas individuelle. En tout cas, voilà, de la même façon, c'est un texte qui est lié à ça. On a
ensuite, quand on déroule le texte, c'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément, mais c'est aussi une obligation légale. La réglementation sur l'éclairage des lieux de travail, pour les gens qui travaillent sur les ordinateurs, comme pour les gens qui travaillent sur les ateliers. En atelier, c'est de la même façon. Et donc, un peu sur le même, principe, il y a aussi dans cette réglementation ce qui concerne le chauffage. C'est-à-dire que on a souvent, enfin, je vois dans les ateliers de construction, bah, souvent on oublie que l'hiver, on est dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas foufou. Alors effectivement, aujourd'hui, ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est pas que un confort, comme ça pour être gentil, c'est des obligations légales. Donc à voir après, c'est peut-être aussi des process à mettre en cours. C'est toujours un peu le même système avec la réglementation, c'est que si on ne peut pas l'appliquer, plutôt que de se mettre en tort avec la réglementation, parce que pour la réglementation ERT, la plupart du temps, c'est un salarié, il va y avoir un problème avec le salarié, c'est lui qui va aller voir les prud'hommes ou quelle que soit la structure. En tout cas, si on ne peut pas le faire, si on ne peut pas mettre en place ce qui est recommandé par la réglementation, bah, c'est de voir comment on peut faire autrement. C'est-à-dire que par exemple, sur les ateliers, ça peut peut-être être qu'au mois de janvier, bah, les ateliers sont fermés si vous n'avez pas de chauffage. Bon. Voilà. On a des textes sur l'aménagement des postes de travail pour les gens qui sont derrière des ordinateurs aussi, de la même façon. Donc là, vu que je conçois tout à fait que c'est un peu énorme, hein. J'ai des rafales de texte. Vous piocherez ce que vous voudrez par la suite, mais au moins j'essaye de passer en revue un petit peu la façon dont ça fonctionne. Donc l'aménagement des postes de travail. On a après l'aménagement sur tout ce qui est électricité dans un lieu. Donc la plupart du temps, ça va pas forcément vous concerner. Forcément, c'est pas forcément à vous de réaliser les travaux si votre lieu n'est pas aux normes. C'est à la personne qui vous loue, à voir comment est fait le bail, mais à la personne qui va vous louer vos locaux, quoi. Par exemple, pour la mise aux normes d'un lieu en électricité, là, le texte sur lequel on est, bon, ben, c'est celui à qui appartient le bâtiment qui est censé faire les travaux pour que ce soit aux normes. Mais vous voyez, les installations électriques, donc là on est sur le 42.26.1, on parle d'installations électriques permanentes et temporaires. Donc c'est les matériaux électriques mis en œuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l'utilisation de l'énergie. Ça veut dire que c'est l'entièreté du bâtiment, quoi. C'est pas juste dans la pièce dans laquelle vous êtes, la façon dont ça doit se trouver. Après, forcément, sur chaque sujet, vous voyez, il y a des trucs, ça devient forcément très très technique. Enfin, très très technique, non, mais en plus, ça va faire appel à des connaissances. Bah là, si on est sur l'électricité, il y a un moment où je pense que c'est pas mal de s'entourer d'un électricien pour vous expliquer exactement ce que ça veut dire. Les installations électriques font l'objet de mesures de surveillance. Là, c'est le 42.26.7 et donnent un temps utile aux opérations de maintenance. Alors ça, c'est quelque chose qu'on pense, rarement, mais votre installation électrique, régulièrement, il faut venir vérifier si un tableau électrique, les cosses se resserrent, quoi, par exemple. Vous voyez, faut voir, faut le faire de temps en temps. Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut le faire pour vous? Est-ce que vous avez une maintenance avec le bâtiment? C'est ce qui se fait beaucoup aussi dans les lieux. Et donc, du coup, sur la section 5, sur cet article, eh ben, ça parle justement de la vérification des installations électriques. C'est de la même façon un mode d'emploi sur comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a la vérification initiale qui est réalisée par un organisme accrédité. C'est-à-dire que quand vous ouvrez votre lieu, il y a le consuel bien souvent qui passe et qui va vérifier que les installations sont conformes. Forcément, et de la même façon, on verra ça tout à l'heure sur le RP, comme je vous disais tout à l'heure, en fonction du nombre d'employeurs enfin, nombre de salariés là que vous avez. Si vous avez le consuel ne va pas forcément venir dans tous les lieux.
Si les lieux, quand vous arrivez, vous louez un bâtiment, le bâtiment, il y a déjà de l'électricité, il y a un compteur, le consuel ne passera pas, le consuel, il va passer pour mettre en conformité, pour voir si le bâtiment est en conformité quand on va brancher l'électricité, quand le compteur va être installé, quoi. Voilà, donc ensuite, les risques d'incendie et d'explosion et les évacuations, je vais passer dessus très vite. Je vais plutôt aller chercher l'article qui est après, que je vous mets là tout de suite, sur les moyens d'extinction. Donc en fait, ça c'est pareil, c'est quelque chose, tout de suite ça me vient à l'esprit, mais c'est savoir qu'est-ce qu'il faut, combien d'extincteurs il va falloir dans votre bâtiment. Alors forcément, en fonction de la... Vous voyez tout de suite, l'article 42, 27, 29, eh ben, c'est vachement précis. Il y a marqué, il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher. C'est pas fou. Ouais, si vous avez un petit lieu, c'est pas grand-chose, mais il faut savoir qu'il doit être présent sur place. Une fois de plus, on peut toujours euh, fonctionner sans, mais à chaque fois, le problème, c'est que le jour où vous avez un souci, s'il y a un incendie, on va vous dire, bah, dans le texte, vous deviez avoir un extincteur. Est-ce qu'il y avait un extincteur? Ah, il n'y en avait pas. Ah. Et bien là, du coup, c'est forcément les assurances, elles vont se retourner. C'est toujours des questions d'argent, de toute façon. Donc, les assurances vont se retourner vers une personne et ça peut mener au pénal. Donc voilà, il y a toute une liste là sur les moyens d'extinction avec qui peuvent aller à des robinets incendies armés, ce qu'on appelle des RIA, des colonnes sèches sur des énormes bâtiments, voilà, ce qui est le cas à l'endroit où je travaille, mais ce qui n'est pas forcément le cas partout. Et à la fin, là, il y a un article que je veux vraiment vous montrer. Donc c'est, j'ai pas fait copier de comment ça marche. Là. Truc que à la base, justement, c'est pas forcément évident que ce soit une obligation légale. C'est quand des vestiaires collectifs, c'est pour que les salariés puissent droit et que ce soit en fonction, pareil, de vos lieux, du nombre de personnes, des gens, comment vous ça peut craindre, il va avoir il y a un truc qui peut fermer à clé, quoi. C'est pas forcément beaucoup d'investissement, mais c'est surtout à chaque fois ces choses-là, c'est y penser, quoi. Donc quand on défile un petit peu la réglementation, bah oui, la 42.5, des articles de 2008, hein, c'est pas des trucs récents, hein, dans les établissements emploi c'est pareil, c'est prévu dans les travaux, on parle de vestiaire. Il faut avoir deux pièces, une pièce pour une pièce pour les travailleurs féminins. Ça peut être juste une petite pièce. Nous, chez nous, c'est juste un petit emplacement avec un rideau qui se tire. Il faut simplifier la tâche. C'est pas faire des travaux de construction pour avoir vraiment des bâtiments. Donc voilà, le dernier article, le 42.28.6, c'est les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. Bon, alors, ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville. C'est hyper précis. C'est même trop précis. Le principe, c'est juste de l'avoir en tête, d'y penser et de pouvoir mettre à disposition ça pour votre personnel. Les armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas. Ça peut être chez nous, juste des trucs. On a dit aux gens, ben voilà, vous ramenez chacun votre cadenas. C'est juste une espèce de vestiaire qui va se refermer automatiquement. Enfin, justement, pas automatiquement, on met un cadenas dessus. Et le dernier point là, que je vous envoie, pareil. Alors, parce que tout ça, souvent, on se dit que c'est du confort, mais en fait, on oublie que c'est des obligations, quoi.
L'article 42, 28, 20, alors ça peut paraître évident, hein, mais aucune boisson alcoolisée autre que le. C'est quand même assez drôle ça, parce que c'est quand même des articles. Il a été modifié par décret en 2014, mais aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière et le cidre et le poiret n'est autorisé sur le lieu de travail. Bon. J'aime bien vous citer cet article-là parce que ça peut paraître un gag, mais sauf que c'est la réglementation, c'est comme ça. Bien sûr, les boissons alcoolisées ne sont pas mises à disposition par l'employeur. Enfin, on arrive dans un truc un peu surréaliste, mais euh, c'est contre en parallèle, il est interdit de laisser entrer ou de séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse. Alors, tout ça, par exemple, vous allez pouvoir aller le mettre dans votre livret d'accueil ou dans, comment on appelle ça, votre, les conditions, excusez-moi, j'ai plus le nom en tête, sur le règlement intérieur de votre entreprise, qui va être affiché quelque part et que chaque salarié va pouvoir consulter, quoi. Et vous voyez, sur l'article 42, 28, 23, dans les établissements de moins de 50 salariés, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Donc, il y a ça aussi, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, en fonction du nombre en fonction de l'effectif, forcément, les textes certains textes vont s'appliquer et pas d'autres. Et l'article 42, 28, 24, après chaque repas, l'employeur veille au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement permettant de se restaurer. Alors, nous, dans la pratique, on a assez tendance, c'est le 42, 28, 24, je crois que tu cherchais précis. Ça peut être une mise en place qui peut être qui peut être faite en se disant bah, c'est chacun son tour, ou en tout cas c'est une responsabilité de l'employeur. À voir comment vous vous organisez, mais il faut que vous puissiez prouver que vous avez pensé à ça, c'est la restauration des salariés le midi, comment c'est organisé, quoi. Et donc le dernier article là-dessus, c'est à défaut de local de repos, parce que la nature des activités l'exige et après avis du CSE, le local de restauration ou l'emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir être utilisé en dehors des repas comme local ou emplacement de repos. Et on voulait juste aussi introduire Laura avant qu'on passe à la partie ERP. Et voilà. Oui, désolée, je suis arrivée légèrement en retard. C'est juste pour me présenter. Je suis Laura de l'Association nationale des tiers-lieux. Et donc, du coup, on coordonne le webinaire avec le réseau Grand Est et Sylvain, donc, du coup, nous a été mis en contact par la compagnie des tiers-lieux, enfin, en France. Et donc, du coup, voilà, c'était pour vous dire quelques mots. Bah, on est très ravis de faire ce webinaire en coordination avec les réseaux régionaux et on espère que ça va pouvoir répondre à quelques questions et vous aider. Merci à tous et du coup on passe à la partie ERP. Bon courage Sylvain. Alors, pour faire le lien, ouais, alors juste Laura, avant que tu arrives, tout le monde a coupé ses caméras parce que ça plantait pas mal, quoi. Tu vois, donc, ouais, je précisais. Sauf moi, parce que la voix vient de quelque part. Je vous mets un petit lien tout de suite qui est la définition de l'ERP et qui vient en fait par rapport aux questions que vous aviez juste à l'instant sur le coworking, comment ça se passe, etc. Les établissements recevant du public sont des bâtiments, mais un bateau, par exemple, c'est un bâtiment. Des locaux, donc entre un atelier ou une salle de spectacle, c'en est un sien, ou des enceintes, un extérieur, dans lesquelles sont admises des personnes extérieures. L'accès peut y être gratuit, payant, libre, restreint ou sur invitation. Alors, et là, du coup, c'est là qu'on va avoir la différence entre un ERT et un ERP. C'est-à-dire que l'ERP, ça veut dire qu'on va inviter quelqu'un à rentrer à un endroit.
Alors que le RT, c'est quelqu'un qui va venir tous les jours au même endroit pour avoir une activité. C'est-à-dire que euh, euh, le, le RT, c'est pour ça aussi que la réglementation, elle est plus légère. C'est parce que quand vous venez tous les jours au même endroit, même si c'est, allez, même si c'est une semaine, mais en tout cas, vous allez savoir où sont les toilettes, où est la sortie de secours, où est l'extincteur. Alors que quand vous êtes du public, bah, vous arrivez à un endroit, quel qu'il soit, et vous ne savez pas tout ça. Donc la réglementation, elle est beaucoup plus contraignante parce que ça veut dire que vous allez être accueilli par des gens qui vont faire le travail à votre place, quoi. Donc voilà, je pense que ça répond, là, enfin, vous me redirez par la suite, mais que ça répond un peu à l'histoire du coworking, la location de bureau à la semaine, au mois, etc. C'est des ERT parce que c'est des gens qui viennent générer une activité tous les jours à l'intérieur, quoi. Après, si vous faites, si en fait vous demandez, si vous faites euh, un atelier, un atelier de coworking, enfin, si vous faites un message sur les réseaux sociaux où vous dites que demain, tout le monde peut venir travailler à tel endroit, bah, en fait, là, ça devient un ERP parce que du coup, l'accès, il est gratuit. Dans ce cas-là, en tout cas, c'est des personnes extérieures qui sont invitées à venir. Et ce n'est pas quelqu'un qui vient travailler tous les jours au même endroit, quoi. Donc, vous voyez, c'est un petit peu touchy, forcément. C'est pour ça que vous êtes si nombreux à avoir des questions là-dessus, parce qu'on est sur un peu un entre-deux. Et donc, si vous avez de forts risques, enfin, le mieux, c'est de se baser sur la réglementation ERP, parce qu'on va voir que dans la réglementation ERP, eh ben, il y a le, euh, dans la réglementation ERP, ça peut être des locaux de réunion, des locaux de réunion, c'est un ERP, quoi. Bon, alors, donc, on reprend la réglementation. Si on peut peut-être se remettre sur le document de base, le PowerPoint, là. Ouais, voilà. Alors, ce que je voulais aussi euh, vraiment mettre en avant, c'est pas hyper rigolo, mais en fait, c'est pourquoi il y a cette réglementation-là. En fait, c'est pas que pour ennuyer tout le monde et faire en sorte qu'il y ait des entreprises qui gagnent de l'argent. Non, attendez, j'ai pas mis le lien, c'est pas ça du tout, là, ce que je vous ai envoyé dans le chat. Mais ça, voilà, c'est ça. Et ça, c'est assez récent. Des exemples comme ça, il y en a plein, plein, plein. Et ça, c'est assez récent. On vous avait dit, on en guide, qui avait été, qui a quand même monté. Voilà. Donc c'est hyper parlant en fait. Le principe de base, c'est qu'il n'avait pas été déclaré. Donc en fait, chef d'établissement se retrouve mis en accusation de sécurité ou de prévention ou de prudence. Déjà, outre le fait que s'il y a des gens qui dormir, vu que c'était pas le but à la base, vraiment gâcher une vie, voire même quelques-unes des gens qui travaillaient chez eux. Donc des questions qu'il faut prendre en considération. Enfin, et la preuve que vous soyez là, c'est que vous avez bien compris tout ça, quoi. Voilà. Alors, la réglementation, elle s'est basée sur des types de choses comme ça, et c'est comme ça qu'elle s'est construite, quoi. Donc, il y a l'arrêté du 25 juin 1980, qui est un peu le texte de base de la réglementation incendie. Et donc, les établissements, ils sont classés par type, donc c'est leur activité et leur capacité. Juste
quelque chose, je vois très souvent des gens en formation qui, quand je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent faire, ils me disent ah, bah, je voudrais ouvrir un tiers-lieu. Un tiers-lieu, ce n'est pas une activité. Ce qui est hyper important pour chacun, c'est de se dire qu'est-ce que je vais développer comme activité dans mon bâtiment et dans quelle proportion. C'est-à-dire, est-ce que je veux faire des concerts toutes les semaines ou c'est juste une fois par an, on fera un concert? Est-ce que les concerts que je veux faire, je veux ramener 50, 200, 1000 personnes? Est-ce que je veux faire que des espaces de coworking? Est-ce que, vous voyez, et ça, c'est hyper important d'avoir une réflexion là-dessus, de le noter. Ça peut paraître complètement débile, mais j'ai beaucoup de gens pour lesquels, du coup, c'est pas évident. Et c'est de le noter, c'est de se dire, vous partez, vous voyez, là, on est sur la base de la réglementation, et vous prenez une feuille, un papier, et vous vous dites, voilà, dans le bâtiment, je veux faire telle activité et avec telle capacité. Et ça peut être dans des pièces différentes. À la condition publique, on a notre catégorie, c'est une première catégorie, c'est-à-dire qu'on peut accueillir 4500 personnes, mais on a des activités de plein de types. On a un restaurant, on a des ateliers, donc des principes éducatifs, on a une salle de spectacle, on a des locaux qui font des expositions. Et ça, c'est hyper important, quoi. Et à partir de là, une fois que quand vous avez bien défini ce que vous voulez faire, c'est juste comprendre la logique que je vais essayer de vous expliquer là, par la suite, la logique de la façon dont a été faite la réglementation. Attends, je ne sais plus, je me perde. Donc là, on est. Voilà, alors là, si on peut passer à la diapo d'après, s'il te plaît, Priscilla. Voilà, donc en plus de on va voir après là, la réglementation incendie, hein, mais les obligations de l'exploitant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez générer une activité, vous êtes employeur d'un côté, mais quand vous accueillez du public, vous êtes exploitant. Donc, pardon pour ceux qui ont déjà toutes ces questions-là, qui sont déjà penchés dessus, mais ça fait partie du truc. Donc, tenir un registre de sécurité dans lequel sont consignés tous les documents liés à la sécurité du bâtiment. Parce que ça, c'est hyper. En fait, c'est une obligation. Et en fait, c'est très, très simple. C'est parce que les pompiers ne sont pas du tout. C'est pas des techniciens. Donc, en fait, les pompiers, quand ils vont venir visiter, si votre bâtiment l'oblige, hein, selon la taille de votre bâtiment, mais s'ils viennent voir ce qui se passe chez vous et si les travaux sont conformes à la réglementation ERP, en fait, c'est un dossier que vous allez leur donner. Eux, après, ils vont faire le tour du bâtiment, mais c'est un dossier qu'on va leur donner. C'est pas eux qui vont faire les tests par rapport aux produits qui sont sur place ou la façon dont le bâtiment a été construit. Ensuite, détenir la licence d'entrepreneur du spectacle si vous faites du spectacle, la licence, une licence 3, 4 pour la vente d'alcool, etc. Les licences et les normes d'hygiène. Juste pour le... là, on a, je vous mets dans le chat, les règles de sécurité d'un ERP. C'est un document que vous trouvez très facilement. Hein. Si vous vous êtes penché un tout petit peu sur la question, j'imagine que vous êtes tombé directement là-dessus. Mais c'est grosso un peu ce que je viens de parler. Et puis là, on commence à rentrer dans le détail. C'est-à-dire, on va voir là comment ça marche, les groupes, etc. Juste, si on peut changer de diapo, les grands principes de prévention. Alors, de quoi on parle? On parle de la stabilité au feu des bâtiments, la résistance au feu des matériaux. Le but, c'est de ralentir la progression d'un incendie et la vérification des installations électriques. En fait, donc nous, quand on a ouvert nos ateliers de construction, quand j'ai fait venir le 10, c'est ça dont ils m'ont parlé. Ils m'ont dit, c'est très bien pensé parce que les gens, ils peuvent sortir très vite. Alors, c'est des poteaux en métal, donc ce qui fait que la stabilité au feu
Et la résistance des matériaux, ben, c'est pas terrible. Le bâtiment, il fait 10 mètres de haut, mais sauf que en fonction d'eux, et les pompiers, il y a une réglementation qui est faite pour ça, mais le but, c'est que quand ils vont faire la visite, il faut que le gars, il se dise, en fait, s'il y a un problème, les gens, ils peuvent sortir. Un pompier, ce qu'il faut voir, c'est qu'il va venir chez vous et il va s'imaginer qu'il y a le feu et il va vous dire, il y a combien de personnes là-dedans? 50. Ben, du coup, quels sont les moyens pour les évacuer? Et puis, le but, c'est qu'eux ne prennent pas de risques. C'est ce qu'ils font au quotidien, en fait. Ils prennent des risques pour sauver des gens. Et donc, le principe, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait personne qui soit blessé, ni chez les professionnels, ni dans votre public. Donc, ça, on vient parler de la prévention et la prévision, c'est un système d'alarme adapté, c'est de l'éclairage de secours, c'est des sorties de secours adaptées, des systèmes de désenfumage, des dispositifs de surveillance, de détection et les moyens de lutte contre l'incendie, des moyens d'alerte, un personnel formé aux mesures de prévention, un bâtiment accessible au secours. Vous voyez, comme sur l'ART tout à l'heure, pour moi, tout ça, c'est juste de la... comment on dit c'est juste un peu évident en fait. Le principe, c'est qu'il y a un système d'alarme pour que les gens entendent qu'il y a le feu, qu'il y a un éclairage de secours, parce qu'en fait, s'il y a le feu, bah, très vite, l'éclairage va se couper, parce que les éclairages, c'est des câbles, et les câbles, ils vont prendre feu, et donc il faut qu'il y ait des éclairages de secours, qu'il y ait des sorties de secours qui soient adaptées par rapport au nombre de personnes qui vont être dans votre lieu, des systèmes de désenfumage, parce que dès qu'on a les poumons remplis de fumée, bah, en fait, on tombe par terre, ce qui fait que les autres tombent. Enfin, vous voyez, c'est que des systèmes qui sont en fait assez évidents, mais des dispositifs de surveillance, de détection, si votre lieu il est énorme, ce n'est pas des gens qui vont prévenir qu'il y a le feu, il faut qu'il y ait des détecteurs, des moyens d'alerte pour forcément appeler les secours. Alors ça, c'est pas encore dans la réglementation, mais aujourd'hui, les téléphones portables sont autorisés. Avant, il fallait qu'il y ait une ligne fixe dans les ERP d'une certaine taille. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des téléphones portables avec un chargeur. Et du personnel formé à la prévention et à la lutte contre l'incendie. Le bâtiment accessible au secours, c'est pareil, hein, tout ça, c'est des évidences. Et en même temps, c'est pas forcément toujours évident, parce qu'il y a plein de bâtiments où vous allez avoir un parking et puis régulièrement il y a des voitures qui sont garées devant vous. En tout cas, comment, et c'est se poser la question au quotidien, comment s'il y a un problème, comment les pompiers ils arrivent chez moi, quoi. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet. Attendez, hein, il y a un petit truc là sur l'organisme de vérification, et je vais en parler quand même 2 secondes. Le principe, les grands principes de l'incendie, c'est que le maire de la commune, il est le maire de l'endroit où vous êtes, c'est lui qui est responsable de tout ce qui se passe sur sa commune. Donc en fait, c'est toujours des histoires de parachute au niveau de la responsabilité quand il y a un problème. Donc c'est pour ça qu'il y a une réglementation ERP, c'est parce que le maire de la commune, il est responsable, mais du coup, si vous avez un établissement qui reçoit du public, vous êtes obligé de le déclarer au maire de la commune. Alors selon si vous êtes dans un petit bled ou si vous êtes dans une grande ville, bah, ça va être la mairie, et selon le type d'établissement, elle va communiquer votre dossier à la préfecture. Après, des DT ou des DPP, bon. C'est selon la taille des établissements. Il faut voir qu'un ERP, enfin un bistrot, c'est un ERP, hein, donc c'est pas forcément un permis de construire à faire, etc. On va voir un petit peu après justement tout ça. Et la commission de sécurité, c'est pareil. Selon le type de ERP que vous allez avoir, selon le nombre de personnes que vous avez, la commission de sécurité, elle viendra pas forcément sur une visite de contrôle, et même sur l'ouverture d'un ERP, sur un PE, la plupart du temps, il n'y a pas de commission de sécurité qui va venir. Dès qu'il y a un bistrot qui ouvre, s'il fallait qu'il y ait le chef des pompiers qui vienne, en fait, ce serait ça son temps plein, et le SDIS n'a pas des gens qui sont réservés à ça, quoi. Donc, les visites de contrôle et les visites d'ouverture d'un ERP, c'est en fonction de la jauge que vous allez admettre dans votre ERP. Donc, depuis tout à l'heure, j'en parle. Donc, on y arrive. On peut passer à la diapo d'après. Voilà. Alors, le type.
Donc, vous voyez, il y a une lettre devant chaque type d'établissement. Structure d'accueil pour personnes âgées ou handicapées, salle d'audition, de conférence, de réunion, de spectacle ou polyvalent. Vous voyez, le type L, en fait, quand on disait pour du coworking, bah, en fait, c'est une salle de réunion du coworking. C'est une salle où les gens sont invités à venir librement. Alors, ils peuvent être salariés ou pas par une autre entreprise, ça, on ne peut pas forcément le savoir, ou ça peut être des bénévoles, on ne sait pas. En tout cas, si vous avez un espace de coworking, eh ben, ça veut dire quand même que là, c'est un endroit où vous proposez aux gens de se réunir et vous allez diffuser là-dessus, vous allez le dire sur les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est un ERP de type L. M, magasin de vente, des restaurants et débits de boissons, hôtels et pensions de famille, salle de danse et salle de jeu. Le type R, c'est les établissements d'éveil, d'enseignement, de formation. Donc nous, c'est comme ça qu'on a déclaré ce qui est Fab Lab et atelier de construction, c'est un type R. Les types S, c'est des bibliothèques, type T, salle d'exposition, U, établissement sanitaire, établissement de culte, administration de banque, établissement sportif couvert et musée. Donc pareil, si vous faites des expos, bah, c'est un type Y. Et en fait, on va voir tout à l'heure que du coup, la jauge, enfin le nombre de personnes que vous allez pouvoir accueillir dans un type Y, bah, c'est pas le même au nombre, au mètre carré qu'un type L. Donc, je vous envoie un petit lien qui est vachement bien, le SDIS de la Vendée. Ils ont toujours fait des choses très, 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 très bien. Voyez, ce texte, il est très bien. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, ça explique. Là, on est plus sur. Ouais, voilà, super. Eux, ils commencent par parler des catégories. Donc, nous, on a parlé des types. C'est tout à la fin c'est après dans le document, mais c'est pas grave. On va rester sur ouais, on va rester sur la catégorie parce qu'on vient de le voir. Donc, voilà. Donc, on a parlé donc du type qui est l'activité que vous générez. Et là, maintenant, on parle de la catégorie. C'est classé en plusieurs groupes. Première catégorie, au-dessus de 1500 personnes. Voilà, c'est ça. Donc, ce que je vous disais, la condition publique, donc avec notre jauge à 4005, ben, on est un établissement de première catégorie. Alors là, vous avez la totale. On a des commissions de sécurité régulières. Voilà. Là, on est en contact régulier. Notre alarme incendie, elle est reliée directement avec le SDIS, c'est-à-dire que si notre alarme incendie se déclenche et qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas de réponse de notre service de sécurité, ça sonne directement chez les pompiers qui, eux, ont un numéro de téléphone, ils appellent, si personne ne répond, ils interviennent directement. Et ça, c'est dans les textes qu'on va voir par la suite, où je vais essayer de vous montrer comment on peut se déplacer dans ces textes. Mais vous voyez, donc ensuite, deuxième catégorie de 700 à 1700 personnes, troisième catégorie 300 à 700, quatrième catégorie 300 et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la cinquième catégorie. Alors là, voilà, le deuxième groupe, c'est la cinquième catégorie. Et ça, c'est ce qui, à mon sens, à mon avis, vous me direz s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne rentrent pas en cinquième catégorie, c'est intéressant qu'on en parle, parce que c'est ça qui est important de voir. Et si du coup, tu peux descendre un petit peu précis, ouais, hop, 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 voilà. Là, ça parle de. Ouais, voilà. Donc, on a l'article pour les établissements de cinquième catégorie. On va voir juste en dessous, il me semble. Je regarde. Ouais, c'est ça. On a juste en dessous, on verra après les effectifs que ça concerne. Mais en tout cas, là, il y a le texte sur les bâtiments d'une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins qui ne répondent pas aux conditions d'isolement du règlement de sécurité sont considérés comme un seul établissement. Parce que ça veut dire que, par exemple, comme je vous disais, chez nous, le bâtiment, dans l'entièreté, il fait 10 000 mètres carrés, mais les cloisons et les portes ne sont pas suffisamment étanches et par rapport au texte pour faire en sorte que ce soit des bâtiments séparés. Et voire même, nous, ça nous arrange que ce soit un seul et même bâtiment. Donc, dans ces cas-là, c'est un établissement avec plusieurs types d'activités. La catégorie d'un tel groupement est déterminée d'après l'effectif total des personnes admises. C'est-à-dire que si vous déclarez
Dans un même bâtiment, 20 cinquième catégorie, en fait, à un moment, ça ne marche plus, forcément. Donc, si en fait, en gros, si l'ensemble de votre bâtiment, vous accueillez 300 ou 400 personnes, vous n'êtes plus en cinquième catégorie, quoi. Donc, vous voyez là, en résumé, si les exploitations sont de types différents, l'effectif limite du public à retenir entre la quatrième et cinquième catégorie est l'un des nombres suivants: 50 personnes en sous-sol, 100 personnes en étage et 200 personnes au total. Donc là, par contre, on peut descendre un petit peu dans le texte pour voir les chiffres précis. Alors, vous voyez, donc ça après, il faut que vous l'étudiez vous-même à côté de ça, hein, on ne va pas passer. Mais vous voyez, là, c'est marqué à chaque fois, on reprend chaque type. Vous voyez, structure d'accueil pour les personnes âgées. Et en fait, les seuils du premier groupe, donc c'est-à-dire que ça veut dire que en dessous de ces chiffres-là, vous êtes dans le deuxième groupe, c'est-à-dire en cinquième catégorie. Et donc, là, c'est marqué ensemble des niveaux, c'est 25 personnes avec 100 personnes au total. C'est que vous voyez, et forcément, à chaque fois, c'est quand même. Ça vient de la vie, quoi. Il y a 25 résidents, mais au total, il va y avoir les résidents plus l'effectif des visiteurs et puis des travailleurs. Donc, ça, on en arrive à un total de 100 personnes, quoi. Donc, voilà. Donc, ensuite, vous voyez, ça va se décliner. Sur là, on est sur le type J. Après, on va avoir le type L, on va avoir le type M quand on déroule le document qui fait, je sais pas combien, qui fait 9 pages. Vous voyez, là, vous allez pouvoir voir chaque catégorie où est-ce qu'on reste sur du petit établissement. Le type, ce qui est intéressant pour le spectacle ou les salles de réunion, vu que j'ai eu des questions tout à l'heure là-dessus, vous voyez, sur les salles d'audition, sur la page 3, LM, la type L, ouais, c'est ça, juste ici, là. Salle d'audition, salle de conférence, salle de réunion, salle de Paris, on est sur une jauge à 200 personnes, ce qui peut paraître quand même assez correct. Par contre, sur une salle de spectacle, c'est 50 personnes. Voilà, donc là, on a vu un petit peu, grosso, comment ça marche, les catégories. Et donc, du coup, on peut passer sur la. Ah ben, en fait, il y a la diapo d'après, c'est ce que je viens de dire, désolé. Bon. Voilà, là, c'est ça. Là, ce qui est intéressant, on va rentrer dans le cœur du sujet. En fait, là, c'est vraiment le cœur du texte. C'est-à-dire que on a donc les dispositions communes. Alors, je vais passer sur un site. Je vais vous montrer. Je vous envoie le lien tout de suite. Donc, là, on est sur. Et là, vous allez voir la façon. Alors, je vais dire ce que je fais pour que Priscilla puisse naviguer en même temps que moi. Donc là, on est, vous voyez, sur la gauche, vous avez le tableau de bord ERP, les dispositions communes première à cinquième catégorie. Et là, on est à cet endroit-là, la case qui est annulée, on est dans le GN, GN1 à GN15. Donc ça, c'est des dispositions qui vont être valables pour tout le monde. Donc, le classement des établissements GN1 à GN3, si tu peux cliquer dessus, Priscilla. À droite, là, classement des. Voilà, ici. Donc, là, on a le GN1, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec les types d'établissements. Vous voyez, c'est redétaillé. Le GN2, c'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure sur les groupes d'établissements et les établissements en plusieurs bâtiments. Et le classement des groupes ensuite, quoi. Donc, ensuite, on revient sur là du GN4 au GN10, par exemple. Et donc,
je vais faire un petit peu ce truc-là en vitesse, c'est pour vous montrer vraiment comment on fonctionne, comment on circule. Vous voyez, à chaque fois, vous avez un dossier et dans ce dossier, des sous-dossiers avec des titres. Et donc, quand vous allez avoir quelque chose à chercher, un thème vraiment précis, et ben, vous allez vous déplacer dans cette arborescence, quoi. Les procédures d'adaptation des règles de sécurité. Alors, en fait, l'article, en fait, tant qu'à faire, vu qu'on est dessus, je vais en parler tout de suite. Le GN6, c'est un article hyper important. Donc peut-être qu'il y a des gens que ça ne concerne pas, mais pour moi, la plupart ce que je vois, la plupart du temps dans les tiers-lieux, c'est que c'est un lieu où il y a plutôt des réunions, des choses comme ça, avec vraiment pas beaucoup de gens. Et puis, une fois tous les 6 mois, il y a un gros événement. Et le gros événement, eh ben, c'est ça, c'est le GN6, c'est-à-dire l'utilisation exceptionnelle des locaux. Historiquement parlant, le GN6, il a été créé parce que dans des petites villes, au cœur de la France, bah, en fait, il n'y a pas forcément une salle des fêtes. Avant, bon, aujourd'hui peut-être ça a changé, mais il y avait toujours un gymnase. Par exemple, il y avait un gymnase. Et ben, une fois par an, ou tous les 6 mois, ou tous les 3 mois, il y avait un concert qui était fait dans le gymnase. Et ben, du coup, on dépose un GN6 en mairie et on dit, voilà, on va utiliser ce lieu qui n'est pas fait normalement pour faire ça, mais du coup, on va quand même développer une activité qui n'était pas prévue pour, mais pour faire ça, et ben, du coup, on va rajouter des extincteurs, on va faire en sorte qu'il y ait un PCCQ, voilà, on va proposer des mesures compensatoires au fait que ce ne soit pas fait pour ça, quoi. Vous voyez, donc le GN6, on le lit peut-être ensemble, l'utilisation même partielle ou occasionnelle d'un établissement pour une exploitation autre que celle autorisée. Lorsque l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'établissement, la demande d'autorisation doit être présentée conjointement. La demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques qu'elle présente, sa durée, sa localisation exacte, l'effectif prévu, les matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, on est dans un gymnase, on veut faire un concert, on va dire dans ce concert, on compte mettre, on a une billetterie, on va faire en sorte qu'il y a 300 personnes qui vont venir, il y a un bar, les matériaux, s'il y a des décorations, bah, tout va être ignifugé. Les dégagements, ça va être ça. Et donc, on va voir juste après là, comment on fait pour déterminer le nombre de dégagements par rapport à la structure dans laquelle on est. Et l'autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent se dérouler durant une période fixée par les organisateurs. Cet article-là peut vraiment faire en sorte que vous ayez une activité exceptionnelle qui soit pas dans un établissement qui, à la base, a été fait pour ça, quoi. Et ça va vous éviter beaucoup de travaux. Alors, on peut revenir sur le tableau de bord de l'ERP, là, voilà. Alors là, à gauche, on a les dispositions générales. Et vous voyez, si on passe notre petite flèche juste au-dessus, ouais, reste juste au-dessus sans cliquer, par exemple au-dessus de CO. Ouais, voilà. Tu vois, si tu restes un peu là, voilà, ça, c'est ce qui va concerner la construction. À côté, c'est les aménagements intérieurs, la décoration, le mobilier. À côté, c'est le désenfumage. À côté, c'est le chauffage. À côté, c'est le gaz. À côté, c'est l'électricité. Enfin, en dessous, l'éclairage, ascenseur, escalier, installation d'appareils de cuisson et moyens de secours. Donc là, on n'est plus dans les 5e catégories. On est de la première à la 4e catégorie. Vous voyez là, voilà, c'est ça. Et quand on regarde juste en dessous pour la 5e catégorie, bah, on voit quoi? On voit qu'en fait, là déjà, il n'y a plus que 4 onglets, c'est-à-dire dispositions générales, les dispositions particulières aux hôtels. Hein. À côté, c'est les dispositions aux établissements de soins. Et à côté, c'est les dispositions pour les établissements sportifs. C'est-à-dire que si vous avez un PE, les seuls textes qui vont vous importer, ce sont donc 5e catégorie, PE. Donc on peut cliquer dessus si tu veux bien. Voilà. Et donc là, vous avez 37 articles, 37 textes.
Ce qui est carrément, quand on voit, alors juste pour rigoler, si on se remet sur la gauche les dispositions particulières, on va se mettre sur le type L. Oui. Là, vous avez 85 articles, plus les dispositions générales à appliquer, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous parle énormément et essentiellement des 5e catégories, parce qu'on est sur un autre domaine, quoi. Après, le principe de fonctionnement, si vous avez un type L ou un type R qui n'est pas d'une 5e catégorie, enfin, si on n'est pas dans la 5e catégorie, et ben du coup, vous venez faire votre arborescence et vous voyez, à chaque fois, c'est pareil. Vous allez avoir les conditions générales, donc à gauche, la première à 5e catégorie. On parle de quoi? L'électricité, ben, on va cliquer sur l'électricité et puis on va aller voir qu'est-ce que ça dit et qu'est-ce qu'il faut appliquer. Et si en plus, notre établissement, eh ben, c'est un établissement de type L, eh ben, on va prendre les conditions générales plus dans les conditions particulières. Donc là, c'est ce qui apparaît sur votre écran. Vous voyez, on est sur le type L. Et donc, il y a un moment où il y a marqué désenfumage, chauffage, gaz, éclairage, moyens de secours, etc. Alors forcément, là, on parle aussi des régies techniques, etc. Vous voyez, il y a d'autres sujets. Mais en fait, le principe, c'est toujours un peu la même chose. Le chauffage, le désenfumage, l'électricité. Vous voyez, ça va être toujours un petit peu la même chose, quoi. Voilà. Là, alors, je vous ai juste reprendre mes notes. Je vous ai parlé du GN6. Je vous ai parlé du principe de fonctionnement. On va pas, là, donc là, si tu change la diapo, en fait, c'est le GN6. Je suis désolé, je ne l'ai pas fait forcément dans l'ordre par rapport au diapo, mais c'est pas grave. C'est pour aller plus vite. Voilà. Donc, on peut changer de diapo. Sur l'histoire des travaux. Alors, hyper rapidement, parce que là, dans l'idée, normalement, j'aurais déjà dû avoir fini même. Donc là, je vous ai fait toute une liste de textes. Les travaux, on n'est plus sur la réglementation, on est sur le code de la construction et de l'habitat. Donc, de toute façon, si vous avez à faire des travaux dans votre bâtiment et donc déposer un permis de construire pour aménager un ERP, vous allez, franchement, je pense qu'il est assez évident, à moins que vous ayez du temps et pour vous plonger vraiment là-dedans, mais vous allez vous faire accompagner par un architecte parce que vous allez déposer un permis de construire. Donc, je vous ai noté là, vous verrez hein, quand vous la recevrez ce support de cours là, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a les textes qui sont là, les arrêtés, etc. Et puis il y a un mode d'emploi un petit peu général. Pour finir, donc, si on peut passer sur la dernière diapo, là, je crois que c'est la dernière, je ne sais plus. Non, oui. Vous voyez, à retenir en tout cas, ce qui pour moi, à mon avis, est important, c'est, comme je disais tout à l'heure, quel type d'établissement, quelle jauge du public, sur quels aspects porte la question, la sécurité, l'accessibilité. Alors, je suis passé trop vite dessus tout à l'heure, mais c'est pareil, dans les catégories, à chaque fois, là, quand vous déroulez l'arborescence, à un moment, vous allez voir l'accessibilité. On parle de l'accessibilité, ouais, si tu veux, on peut repasser rapidement dessus. Vous allez voir les dégagements. Là, alors, il y a deux formes. Le mot accessibilité en français, il peut vouloir dire deux choses, hein. Il peut vouloir dire comment les gens accèdent et comment les gens évacuent. Et puis, il y a les personnes handicapées, vous voyez, donc là, c'est le L21 pour les personnes handicapées. Donc là, vous voyez, là, on a développé une arborescence très spécifique. On est sur une salle de spectacle de plus de 50 personnes. Et là, on recherche une information sur les dégagements. Donc là, on va parler des personnes handicapées. L'article L20, c'est la circulation dans les salles. Vous voyez, en fait, c'est assez simple, hein. Si tu peux cliquer sur l'article L20, s'il te plaît, Passiga. C'est très précis. Dans les salles comportement des sièges fixes, tous les sièges doivent être disposés de manière à former des ensembles desservis par des dégagements d'une largeur minimale de 0,60 cm. Vous voyez,
À chaque fois, alors après, là, le chapitre 4, juste en dessous, là, vous voyez, il y a 2 dégagements de 2 UP. Bon, bah, les UP, vous ferez un copier-coller, vous verrez ce que c'est des unités de passage. C'est pareil, c'est des multiples de 60. Enfin, tout est très précis. Donc, en fait, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un mode d'emploi, en fait. Et c'est un mode d'emploi qui a à appliquer, sauf que le mode d'emploi, ouais, il est un petit peu touffu et il faut réussir à aller naviguer dans ce manuel, quoi. Si on revient donc du coup sur notre diapo, euh, comme donc c'est un peu le résumé de ce que je vous ai dit, hein, mais privilégier un petit établissement, si vous toujours réfléchir à 10 personnes près, est-ce que vraiment il faut se passer du PE. Et puis, comme je disais, donc un GN6 pour les moments exceptionnels. Et bien sûr, se faire accompagner, solliciter le 10. Franchement, les pompiers, vous leur dites, voilà, je voudrais créer un établissement, vous leur expliquez ce que vous voulez faire, vous les appelez, ils ne vont pas vous raccrocher au nez, ils vont vous donner, la plupart du temps, le contact de quelqu'un qui pourra vous donner un conseil, voire même passez vous voir si il considère que déjà s'il a le temps et puis si ça en vaut le coup. Euh, Après, comment dire, mais ça, c'est dans la vie de tous les jours, c'est toujours le problème, hein. Tout le monde n'est pas forcément sympathique, amical et faire en sorte que vous facilitez la tâche. Il y en a qui vont vous faciliter la tâche, il y en a qui vont vous complexifier la tâche. Donc après, bah, du coup, mais ça, c'est un service qui est gratuit d'appeler les pompiers, enfin de l'appeler le SDIS. Du coup, après, si vraiment c'est dans votre nécessité, bah, il faut prendre un prévisionniste où il y a plein d'experts, des architectes. Alors attention, les architectes ne sont pas, loin de là, sans faux, tous spécialistes en ERP. En tout cas, voilà, après, il y a moyen de se faire accompagner si vous avez un budget par des professionnels, quoi. Et puis sinon, l'étudier des cas concrets. Vous voyez, là, bah, vous prenez votre truc et puis enfin, ce que vous avez fait, votre détail, votre type d'établissement, quelle jauge publique, etc. Est-ce qu'il y a plusieurs parties dans votre établissement et puis, bah, vous allez vous-même fouiller ce qu'on vient de faire tout à l'heure en vitesse, hein, dans les dispositions générales, après dans les dispositions particulières en fonction du type d'établissement que vous avez. Et puis, bah, vous allez avoir des réponses à vos questions. Désolée, on va devoir clôturer. C'était super intéressant. Parce qu'en fait, je vous explique, à 30, ça va couper sec la visio. Donc, du coup, pour arrêter personne, je me permets de clôturer maintenant en te remerciant, Sylvain, pour toutes ces explications et cette introduction à ces notions de RT et de RP. Nous avons téléchargé toutes les questions du chat et nous allons essayer d'y répondre de manière le plus rapidement et le plus concrètement possible dans les jours à venir. Vous retrouverez donc du coup tout le contenu de ces informations. On n'a pas encore choisi le format, mais je pense que ça va être en 2 parties, une partie URT, une partie URP, soit en podcast. On va voir comment on retranscrit tout ça. Et nous allons bientôt, donc du coup, mettre le support sur Movilab, sur le portail thématique. Donc n'hésitez pas à documenter sur Movilab avec toutes les ressources que Sylvain vous a transmises. Et nous vous transmettrons également les ressources de Sylvain si vous avez besoin de plus de conseils, d'accompagnement ou autre. N'hésitez pas. Voilà, donc merci à tous et à toutes pour votre présence. Merci beaucoup Sylvain. Merci Priscilla pour la coordination, la communication et l'impulsion de ce projet. Et merci la compagnie de nous avoir mis en lien avec Sylvain pour ce travail de RPERT.